Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Contre-Visite, épisode 3. C'est parti, on va pouvoir lancer l'émission. Je présente plus Julien et Dylan, mes associés, qui sont encore là une nouvelle fois pour cette émission. Salut Un petit mot. Stéphane. Bonjour tout le monde. Salut Bonjour. Stéphane, salut Max, salut Amandine, bonjour à tous. Bonjour à nos auditeurs et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Amandine, on va te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu ici? On t'écoute. Bonjour à tous, donc c'est Amandine, je suis gestionnaire chez Loublanc Immobilier depuis maintenant un an, presque Un an. mois, voilà, Presque un an, c'est ça? presque un an, c'est ça, oui. Ok. En février, ça sera un an. Eh ben, c'est bientôt ton anniversaire chez nous. Exactement, c'est ça. Maxime? Salut Stéphane, bonsoir à tous. Donc moi c'est Maxime, je suis conseiller immobilier donc chez Loublanc depuis l'ouverture de l'agence et sinon ça fait 5 ans que je suis conseiller immobilier. Très bien, merci Maxime. Je profite de ce début d'émission pour... voilà, c'est le début d'émission, on est au mois de janvier, donc c'est la période des vœux. À tous nos auditeurs et à ceux qui nous suivent, à nos clients, on vous souhaite une très belle année. Plein de belles choses, bien évidemment, la santé avant tout, mais que... on est là pour le dire, on participe souvent au projet de nos clients, donc plein de beaux projets, de réussite. Ça, c'était mon petit mot pour lancer tout ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus à l'ensemble des gens qui nous regardent. Et ben meilleurs vœux à tous et puis une belle année 2026. Qu'est-ce que vous pensez de l'année 2025 ? L'année Julien, je 2025, belle année 2025 en termes d'immobilier, l'année un petit peu de la renaissance, je dirais. Au début, je pensais renaissance, je dirais plus rééquilibre presque du marché, mais en tout cas, c'était une belle année et j'espère à tous que ce sera une très belle année en 2026, que chacun puisse accomplir ses projets, se sente bien avec ses proches et puis la santé pour tout le monde. Dylan, un mot à dire là-dessus ? Complètement d'accord avec la vision de Julien. On a connu une année 2024, on va dire, qui avait mal commencé, ça allait un petit peu mieux sur la fin. Et 2025, par contre, ça a été une année vraiment linéaire, on va dire, et avec pas mal de belles perspectives. Le marché s'est rééquilibré, c'est quelque chose que tu as dit et qui est complètement vrai. On a retrouvé une certaine norme, on va dire, qu'on a connue avant Covid, des prix qui sont stables, des acquéreurs et des vendeurs qui comprennent un petit peu le marché dans lequel ils sont. Donc, pourvu que 2026, je ne vais pas dire que ça se passe aussi bien, parce qu'on espère toujours mieux, mais en tout cas, voilà, on a de belles perspectives. Alors, vous avez un regard un petit peu côté transaction. J'aimerais bien savoir ce qu'Amandine en pense. Comment s'est passé 2025 pour toi, ta première année aussi chez Loublanc, ton regard par rapport à la location, à la gestion locative. Qu'as-tu pensé de 2025 et qu'est-ce que tu vois un petit peu pour 2026 ? Pour moi, une très belle année 2025. C'était signe de développement avec mon arrivée donc à l'agence pour développer le service gestion locative. Donc développer mes connaissances, mes compétences et beaucoup aussi développer donc la confiance avec nos clients, donc que ce soit bailleurs ou bien même les locataires. Pour moi, l'année 2026, objectif d'avoir de plus en plus de lots en gestion et bien sûr de développer encore tout ça. Ok, super. Maxime, un petit regard là-dessus ? Moi je trouve que ça a été également une année positive. Moi j'ai plutôt appelé ça une année un peu de transition en fait, notamment par rapport un peu comme disait Dylan par rapport au taux, etc. Moi je dirais plutôt par rapport au taux justement. Moi je parlais plutôt par rapport au taux. J'ai trouvé que c'était un peu une année de transition où on a fait comprendre un peu aux gens que les taux à 3-4%, c'était un peu la nouvelle norme. Ils étaient sur cette norme de 1%. Et je trouve que ça a mis quelques mois à vraiment faire comprendre aux clients qu'une norme de taux à 3-4%, c'était plutôt positif. Et moi, j'ai plutôt vu cette année un peu comme ça. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. On en avait parlé avec Pierre pendant le premier épisode de Contre-Visite pour ceux qui ont vu l'émission. Et c'est vrai que historiquement, les taux à 1%, ça a été une petite parenthèse enchantée pour tout le monde. Mais par contre, les clients ont vraiment assimilé que maintenant, avoir un taux à 3 et quelques ou légèrement en dessous des 3 sur 25 ans, c'est totalement quelque chose de normal, de cohérent. Et maintenant, ça s'en ressent sur le prix de l'immobilier et sur le dynamisme qu'on ressent au quotidien. On va reparler un petit peu légèrement des taux rapidement. C'est vrai que pendant la période 2023-2024, on avait des taux qui étaient assez hauts et surtout sur une tendance haussière. On a un mot et c'est Julien qui en a très bien parlé, c'était plutôt
la stabilité et c'est un signe plutôt positif, je pense, Julien. Oui, je pense que c'est très positif parce que c'est plus le sujet numéro un des clients, C'est ça. les taux. Ça l'était et je pense que ça ne l'est plus depuis quelques mois et ça ne le sera pas en 2026 parce que maintenant ils ont conscience. On est sur 3,5 dans ces eaux-là et ça ils l'ont pris. Ils l'ont pris en compte et maintenant ils ont d'autres sujets. Donc on pourra peut-être en parler après. Mais tout le monde l'a bien appréhendé et ça stabilise la chose et ça met un cadre. Et J'ai ça l'impression facilite notre travail. qu'on a retrouvé le point de rencontre entre l'acquéreur et le vendeur qu'on avait peut-être perdu il y a quelques années. On est en train de le retrouver, c'est plutôt positif. Maxime, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Bah, je suis d'accord parce qu'en fait, des vendeurs, il y en a toujours eu. Et en fait, je trouve que par rapport au taux, les acquéreurs se posaient énormément la question de quand est-ce que je démarre mon projet. Je retarde un peu mon projet parce que peut-être que dans un an, les taux vont repasser à 1%, etc. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué à assimiler, en fait, à leur faire comprendre. Mais une fois qu'on a réussi un peu à passer ce cap-là, les projets ont repris et en fait l'équilibre c'est un peu équilibré justement entre les vendeurs et les acquéreurs. Alors encore une fois, par rapport à ça, on est surtout sur le sujet de la transaction immobilière, mais ce qui a permis pendant peut-être 2023, 2024, 2025, ce qui a créé un climat plutôt tendu sur le marché de la location, beaucoup de clients acheteurs ont stoppé leur projet pour se mettre sur le marché de la location. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Amandine, sur ce point-là et qu'est-ce que ça engendre aujourd'hui? Est-ce que le marché de la location va se détendre un petit peu? Comment tu vois les choses? Pas forcément, ça dépendra toujours des projets de chacun, mais effectivement, on a eu quand même pas mal de départs sur l'année 2025, pas mal de préavis de personnes voilà, qui voulaient changer de projet pour acheter, ou alors la famille qui s'agrandit, donc ils ont besoin de plus grand, donc pourquoi pas acheter aussi. Donc effectivement, on verra pour 2026 comment ça se passe. Ouais. Ok. Bon, c'est vrai que de toute façon, après, le marché de la location, c'est un marché qui permet de faire le tampon souvent avec cette étape de l'achat par Exactement. derrière. Donc, Mais on aura toujours des locataires dans tous les cas. c'est une évidence. Je reviens sur quelques points clés, pardon. En termes de volume de transactions, pour l'année 2025, c'est 920 000 ventes sur le territoire français. Une belle différence quand même avec 2024. Vous savez à peu près à combien on était sur 2024? Même pas 800 000. Ouais, c'est ça, on était à 800 000 en 2024. Alors, ça fait une différence quand même notable. Donc, on voit, on a ce ressenti de l'évolution du marché. Maintenant, il faut faire un parallèle sur une période qui était complètement folle, qui était 2021-2022, où là, on avait 1 200 000 transactions sur cette période-là. Et tu as parlé tout à l'heure de points d'équilibre et points de rencontre entre l'offre et la demande. On l'a senti, il y a la période post-Covid où vraiment on avait énormément d'acquéreurs parce que tout le monde pouvait acheter à des taux extrêmement bas, pas besoin d'apport, etc. Mais il n'y avait pas forcément les mandats en adéquation et ce qui entraînait une hausse des prix forcément. Et après, on a en 2023-2024 où c'était plutôt l'inverse, il y avait énormément de biens qui étaient à la vente, mais par contre on n'avait pas ces acquéreurs parce que il y avait des problèmes de financement, etc. Et là on retrouve un marché où les deux peuvent se rencontrer. La définition d'un marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, et là on se retrouve enfin dans cette situation-là et c'est vraiment encourageant, je trouve. Je suis d'accord. Il y a aussi un mot d'ordre, par contre, qui est revenu nettement sur 2025. Les diagnostics et notamment le DPE qui est vraiment rentré en ligne de compte dans la recherche des clients acquéreurs et aussi pour les locataires qui sont très vigilants à ce point-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Julien? Le DPE, qu'est-ce que... Eh ben moi, quand je préparais un petit peu l'émission, là, quand tu m'as parlé un petit peu du sujet, c'est le point que j'ai mis, c'est l'impact du DPE en 2025 pour mes clients. Je parle de mes clients parce que c'est devenu... Alors là, on a peut-être remplacé les taux par le DPE, si je grossis la chose, parce que maintenant, le sujet, c'est le DPE. D, pas en dessous, alors que des fois, du E, il suffit de pas grand-chose pour repasser en D. Mais l'impact du DPE est énorme parce que les banques parlent de DPE dès le premier rendez-vous. Ramenez-moi un diagnostic, un bon diagnostic, ou sinon des factures, des devis déjà plutôt, pour faire les travaux, pour améliorer la note de votre logement. Donc
Les DPE, c'est un gros point, pour nous, pour notre métier, pour les clients. Et en 2026, je pense que ça va continuer, puisqu'on le sait, l'État a accéléré les choses là-dessus, même si on attend peut-être des changements. Est-ce qu'ils vont tenir le calendrier? En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Donc. Mais on voit que c'est aussi un sujet qui est matraqué aussi au niveau des médias. On parlait souvent quand c'était les taux, que c'était souvent les médias et l'opinion publique qui étaient influencés par rapport à ce que les gens pouvaient dire en disant c'est un marché qui est compliqué, l'immobilier, etc. Et maintenant, le nouveau thème de fond qui peut y avoir, c'est justement le thème des DPE. Et c'est vrai qu'il y a un matraquage qui peut être fait dans les journaux, à la télé, etc. De la part de l'entourage des acquéreurs. Et comme tu dis, des fois les gens disent moi je veux pas un DPE en dessous de D, mais ils savent même pas pourquoi, c'est juste parce qu'ils l'ont entendu. Et je fais un peu le parallèle avec cette vision que les gens avaient par rapport au taux et à ce qu'on pouvait ressentir du marché. Et maintenant, c'est au sujet des DPE. Est-ce que vous avez eu, Maxime, peut-être un impact concret sur la réalisation d'un projet qui n'a pas pu se faire peut-être à cause de ça? Bien sûr. En fait, le DPE, il impacte aussi bien, et en fait, il a impacté aussi bien les vendeurs que les acquéreurs. Pourquoi? Parce que les acquéreurs ont voulu rechercher des biens, comme dit Dylan, qui ne sont pas notés en dessous de D, tout simplement parce qu'ils ont entendu ça. Mais on a aussi les vendeurs qui ont été impactés au niveau du DPE par l'audit énergétique. Ils ont dû effectuer un audit énergétique, donc ils ont eu presque cette peur un peu que leur maison ou leur appartement soit noté en E, et là se disent mon projet, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais les travaux pour passer en D? Forcément, ça impacte le prix de vente aussi. Donc c'est là où ils ont été les deux impactés. Et après, en cas concret, moi, ça a été surtout les clients acquéreurs qui ont acheté une maison en E ont été obligés, dans leur budget, la banque les a obligés à mettre en fait dans leur prêt les travaux pour pouvoir passer en D. Et ça, c'est pas négligeable, parce qu'il y a quelques années où il y a des gens qui pourraient dire moi je vis très bien dans une maison notée en E, sauf que là elle ne peut presque même plus se le dire, puisque on est obligé de prévoir les travaux dans le prêt immobilier. Et, je rebondis là-dessus. Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur est plutôt bricoleur. Il achète un bien et il pense pouvoir faire les travaux lui-même. La banque lui refuse le prêt, puisqu'ils attendent des devis d'entreprise et que les travaux soient effectués. C'est ça. Alors le monsieur plutôt bricoleur, qu'est-ce qu'il fait avec sa laine de verre et il peut pas la poser? Julien, peut-être? Moi, c'est un peu mon cheval de bataille avec les clients, mais je vais même plus loin que ça. Il y a des clients qui pensent qu'ils sont presque obligés de faire les travaux alors qu'ils vont habiter dans le logement. Ils vont même pas le mettre en location, ils vont habiter dedans. On peut très bien acheter un logement étranger et y vivre. Il n'y a rien qui nous oblige à faire les travaux. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et des fois, on a une maison qui est plutôt bien isolée par les murs, par la toiture, les sols. On a encore la chaudière fuel qui date un peu, mais qui fonctionne très bien et qui consomme en termes financiers, vu le prix du fuel à l'heure actuelle, qui n'est pas plus cher que du gaz, voire de l'électricité. Et on va entamer des travaux alors que tant qu'elle ne tombe pas en panne, pour moi, je dis à mes clients, gardez la chaudière. Mais la note n'est pas bonne sur le papier. Je fais le parallèle par exemple avec le pavillon de mes parents. Ils ont construit une maison au début des années 2000. C'est vraiment le pavillon classique. Vous êtes déjà venu chez moi, vous voyez comment c'est. Chaudière fuel qui a une vingtaine d'années mais qui fait très bien son travail. Au niveau confort de vie, au niveau coût des énergies énergétiques, il n'y a rien à faire. Par contre, si jamais, alors, pour l'instant il n'y a pas de projet de vente, mais en tout cas s'il devait faire un DPE, c'est sûr qu'il serait en E, voire même en F. Alors que par contre, il paye la même chose que quelqu'un qui serait sur une pompe à chaleur, qui serait sur une chaudière gaz, et ça, c'est sûr que ça peut consommer ou être équivalent en ayant une note en E par rapport comparé à une note en D. Ça, le DPE, après, c'est quelque chose de très global. Et il faut quand même creuser et puis aller sur les petits points, un peu comme dit Dylan, de consommation, etc., d'isolation, comme dit Julien. Et une fois qu'on rassemble tout ça, on peut faire un bilan un peu plus complet. Le DPE, ça reste quelque chose de très global. Un dernier détour, parce que je pense que les clients d'Amandine ont été aussi impactés par le DPE. Pour finir là-dessus, comment tu le vois? Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur un peu aujourd'hui, côté bailleur? Côté bailleur, pas forcément, c'est plus côté locataire. Lorsqu'on a une demande sur un bien, généralement ils nous demandent tout de suite quel est le type de chauffage, et quand on va dire que c'est de l'électrique, ils vont nous dire non, surtout pas, j'en veux pas, j'ai peur d'avoir des factures beaucoup trop élevées, donc généralement ils préfèrent quand même avoir du chauffage au gaz. Donc c'est vrai qu'on peut avoir plus de mal à louer des biens avec du chauffage électrique, effectivement.
certaines personnes ont des a priori. Et pour côté bailleur, les DPE qui sont avec des notes pas top, est-ce qu'ils envisagent de faire des travaux pour réisoler le bien, pour changer le système de chauffage? Est-ce qu'il y a un frein là-dessus? Est-ce qu'ils veulent louer comme ça quand même? Malgré les interdictions qui arrivent, on sait que voilà, sur certaines classes énergétiques, on ne peut plus louer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font ces propriétaires-là? Ils vendent le bien, ils laissent la main à quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire des travaux, ou ils arrivent à être enclins à s'occuper un petit peu de ce qu'il y a à faire? Ça dépend des propriétaires, mais il y en a quand même pas mal qui ne sont pas ouverts pour faire ces travaux-là. C'est pas eux qui vont payer les factures, ça sera leur locataire. Et tant qu'ils n'ont pas l'interdiction devant eux, ils vont continuer à vouloir louer tenir comme ça, état. Ouais. Ouais. Et c'est là où on aura un problème aussi, je pense, de logement en France, c'est que 1er janvier 2028, tous les logements en F seront interdits de louer. Déjà le G, c'est interdit. Et il y a beaucoup de propriétaires qui diront, bah là, je dois mettre 15 000 euros pour revenir avoir à nouveau le droit de louer. Moi non, en fait, je mets pas ces travaux. Certains vont garder des logements vides, alors que voilà, il y a besoin de logements. Et donc c'est un problème. Et le gros parallèle, c'est qu'on a vu aussi cette année, on n'en a pas parlé, c'est que les aides sur les énergies de l'État se sont réduites, voire ont disparu gentiment sur l'année 2025. Petit à petit, et bientôt il y en aura plus. Stéphane, tu avais un cas de client qui avait une enveloppe de travaux à la base financée par les aides énergétiques qui a été divisée par 2 et c'est des dizaines de milliers d'euros de perdus. Et l'enveloppe de l'État, elle n'est plus là, donc qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain de la signature chez le notaire, voilà. Ils se sont rapprochés des aides qui devaient être fixées et c'est divisé par 2, voire plus. La surprise. Donc, complètement. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'étais vraiment déçu pour mes clients parce que quand ils m'ont donné cette information, c'est vrai qu'on avait monté tout le projet autour de ça et ils achètent une belle grange à rénover avec un beau projet, et puis là au final ça ralentit tout parce que forcément il manque peut-être 50 60 000 euros sur le projet, quoi. Donc, En fait, on a mis des contraintes en place par rapport à ça et en promettant des aides aux clients. Et finalement, nous, petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, pas tous les clients, ça prend aussi un temps interminable, il faut le souligner. Moi, j'ai des clients qui ont pu bénéficier de cette aide et ça a mis 7, 8, presque 1 an à arriver, en fait. Donc, c'est vraiment pas évident. En fait, ils ont mis des contraintes, promis des choses et finalement, c'était pas tellement bien organisé et on voit que petit à petit, ça tombe un peu à l'eau et finalement, il y a de moins en moins d'aide. Par contre, les contraintes, elles restent. Je vais clôturer. Ça va pas du coup en 2025. La vision pour 2026, un peu d'espoir, parce qu'on disait au début que tout allait bien. Au final, quand on creuse un peu, ça finit par être compliqué. Comment on voit 2026? Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir? Si, beaucoup d'espoir parce que on a reparlé, les taux se sont rééquilibrés, sont plutôt stables et je pense que notre métier, gestionnaire locatif, agent immobilier, redevient très important parce qu'on refait un métier où on va aller donner du conseil aux clients, aller faire de la négociation, aller travailler aussi sur le prix de l'estimation plus facilement, puisqu'on était sur un marché complètement fou en 2020-2021. Là, ça s'équilibre. Donc, je pense que notre métier, pour moi, en 2026, va reprendre une vraie place. Il avait déjà une place très importante, mais être encore plus important pour les clients. Je sais pas ce que Dylan t'en pense, ou Maxime, ou même Amandine. Moi, je suis plutôt optimiste sur cette année 2026. Je vais moins me prononcer sur au niveau national, je vais plutôt me prononcer moi sur le niveau local. C'est ce qui nous intéresse. Je trouve que Belfort et les alentours, ça reste très attractif. Pourquoi? Parce que pour un investisseur, ça peut être très attractif par rapport au prix. On voit que quand les investisseurs font des opérations achat-vente ou achat-loc, ça reste quand même très intéressant. Et ça reste très attractif pour tous les projets. Quelqu'un qui a un projet de premier achat, ça reste attractif sur ce secteur-là. Quelqu'un qui vend son bien pour acheter plus grand ou qui vend son premier appart pour acheter une maison, ça colle aussi. On voit que tous les projets en fait restent plutôt accessibles sur notre région à nous. Je suis d'accord.
c'était le mot de la fin pour le coup sur Je pense que sur c'est le bilan. une belle En tout clôture. cas, voilà, on vous souhaite une très belle année, comme on l'a dit, et que tout se passe pour le mieux pour chacun des personnes de notre entourage et de nos clients. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Maintenant, on va faire un petit focus sur Amandine et la gestion locative. Donc, je voudrais que tu présentes un petit peu plus en détail ton poste, Mhm. ce que ça représente aujourd'hui pour toi et pour tes clients. Donc voilà, on va te laisser la main un peu là-dessus et nous faire ta présentation. Ok, ça marche. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, donc c'est de louer les biens, donc trouver locataires, mettre en place les locataires dans les biens, donc faire les baux, état des lieux d'entrée puis de sortie. Et c'est aussi de gérer donc le bien dans sa globalité, donc l'encaissement des loyers, gérer les problèmes du quotidien dans les logements et mettre aussi en place des garanties pour le compte des propriétaires. Très bien, c'est bien résumé, C'est c'est parfaitement résumé, c'est parfaitement résumé. Dans l'idée, ce serait de pouvoir décortiquer un petit peu ton job avec des questions qu'on a pu souvent avoir, nous, chacun de nos côtés au niveau des clients. Est-ce que vous aviez, si vous sortiez de votre métier un petit peu, vous n'êtes plus du tout agent immobilier, qu'est-ce que vous auriez comme question que vous pourriez poser à Amandine auxquelles elle pourrait répondre attention les pièges démarrent. Moi, j'ai une question sans piège. Je suis client, j'ai par exemple un appartement, je veux pas spécialement le donner en gestion locative et j'achète d'autres appartements pour mon investissement. Je voulais savoir honnêtement à partir de combien de biens la gestion locative elle devient indispensable. En fait, à partir d'un certain nombre d'appartements ou de biens, je pense que on est obligé un peu de déléguer à. Pas forcément, on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui n'ont qu'un seul bien et qui vont nous le donner Ok. directement à la gestion. Ça dépend de ton profil, ça dépend du temps que tu as envie de consacrer aussi sur la gestion de ton bien. On a des propriétaires qui n'ont pas du tout le temps, donc dès le premier bien, ils vont être complètement submergés. Ils y Ouais, donc connaissent déjà il y a rien vraiment à un la gain de location temps non déjà. plus, donc par rapport au gain de temps, Mm. faut quand même s'y connaître au niveau de l'aspect juridique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc tout ça, donc il n'y a pas forcément de limite de bien, ou enfin tu peux en avoir un ou tu peux en avoir 10. Il y en a qui arrivent très bien à gérer 10 logements en même temps, hein. Ok. Mais comme tu dis, c'est pas le nombre de lots, c'est aussi la personne, ce qu'elle est prête à consacrer, je pense, hein, dans sa Ouais. d'expérience personnelle, dans son implication. Mais au-delà de toutes les connaissances que tu apportes, juridiques, techniques, et puis le savoir-faire, c'est aussi une tranquillité d'esprit pour moi qui est énorme. Quand les propriétaires, ils ont déjà leur travail toute la journée, Oui. ils rentrent le soir et en fait, ils voient à 20h un appel d'un locataire, ma chaudière est en panne. Mm. Ils peuvent pas partir tout de suite. En fait, s'ils n'ont pas le choix, ou demain matin, mais en fait, ils sont au boulot. Là, c'est l'agence qui va gérer. Là, je prends le cas d'un problème, mais c'est pareil pour les visites. Quand on cumule, qu'on a fait 5 6 visites, qu'on s'est déplacé, qu'on a fait le trajet jusqu'au logement pour trouver un locataire, quand c'est l'agence qui gère, on est bien content et chez soi, on peut faire d'autres choses et se consacrer sur d'autres projets. Moi, je vois un vrai intérêt là-dessus. Enfin, de mon expérience perso, j'ai Oui. compris le rôle d'Amandine et c'est un vrai soulagement pour le propriétaire. Bah, Vas-y, vas-y, je laisse en fait, moi, je continuer. trouve que c'est un vrai métier. Acheter des Oui. biens, investir, c'est bien. Par contre, le gérer, je pense qu'il faut le laisser à la personne qui est capable de gérer, qui sait gérer des biens, plutôt que de le faire soi-même. En fait, nous, on investit, on pose la première pierre, mais après, je pense que voilà, c'est un métier de gérer des biens en location et il vaut mieux le laisser à quelqu'un qui sait le faire. Puis je pense aussi, c'est surtout dans les garanties que tu peux apporter. Alors déjà, forcément, il y a des garanties comme vous voyez, à payer, etc. Bien Et on sûr, voit surtout certains cas extrêmes qu'il peut y avoir quand on regarde la télé ou quoi que ce soit, mais sur des conflits qu'il peut y avoir entre un propriétaire bailleur et son locataire, surtout quand il n'y a pas d'intermédiaire, oui. le fait d'avoir quelqu'un qui est neutre, qui peut juger objectivement les situations, parce que forcément, quand il y a un conflit, un propriétaire bailleur et son locataire, ils vont avoir des intérêts qui sont contraires. Chacun a son Ils point vont de vue, hein. forcément pas être objectifs parce que Mm. ils vont prêcher un petit peu plus pour leur point de vue forcément. Et le fait d'avoir une personne neutre que tu peux être quand il passe par toi, je pense que c'est Exactement. vraiment important. Moi, je ne suis pas du côté locataire ni côté bailleur. Le but, c'est d'être juste, en fait, et de trouver des solutions pour que tout le monde soit content, quoi.
Alors, qu'est-ce qui freine aujourd'hui un propriétaire qui fait de l'investissement locatif à passer par une agence? J'ai ma petite réponse. Je pense que c'est le coût. C'est les frais, oui. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui de passer par une agence? Est-ce que c'est mieux de faire les choses soi-même? Qu'est-ce qu'on y gagne en tant que propriétaire? Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a une tranquillité d'esprit, ça je l'entends tout à fait. Je vais pas le cacher, je suis complètement convaincu. Mais pour les personnes qui pourraient se poser la question, euh, est-ce que ça coûte vraiment si cher que ça de travailler avec une agence? Forcément, je vais te dire que ça coûte pas si cher. Je vais pas te dire le Combien tu contraire. coûtes? Surtout que nous, on a des honoraires intéressants. Avec vous, Forcément. Le moment promotion. Non, effectivement, on va demander des frais de mise en location à nos propriétaires bailleurs. On va demander aussi des frais de gestion tous les mois, donc sur les loyers encaissés. Donc là, forcément, on va demander de l'argent. Mais il faut aussi voir qu'il va économiser de l'argent ailleurs. Donc nous, on va louer généralement plus rapidement un bien qu'un propriétaire bailleur grâce à nos plateformes. Donc là, il y aura quand même moins de vacances locatives. Donc forcément, il va toucher des loyers quand même plus rapidement que s'il avait essayé de louer par lui-même. Donc après, une fois que le logement est loué, nous, on va mettre aussi en place l'assurance loyer impayé. Donc là, si le propriétaire ne prend pas cette assurance et qu'il décide de gérer par lui-même, il peut avoir un impayé. Donc on sait que des fois, ça peut durer quand même quelques mois, le temps des procédures. Donc là, c'est des loyers qu'en fait, il ne va jamais récupérer au final. Donc ce qui est bien avec notre assurance, c'est qu'il sera toujours remboursé, donc il n'y aura jamais de perte d'argent. Donc au final, le petit taux qu'il va payer tous les mois, je pense que c'est Récupérera rien sur par le long rapport au terme. loyer qu'il peut perdre. Je pense aussi que ça peut peut-être permettre de filtrer et d'améliorer le profil de son locataire, parce qu'un locataire Aussi. qui est capable de mettre des honoraires d'entrée dans les lieux, forcément lui aussi va avoir un impact financier au départ. Et s'il est prêt à mettre cette somme-là, c'est peut-être un locataire qui restera plus longtemps dans le Oui. logement. C'est peut-être quelqu'un, bah voilà, des fois les gens ils disent, bah non, moi je veux pas passer par une agence parce que je vais économiser ses frais, mais peut-être qu'il va aussi essayer d'économiser des choses sur les dépenses que le locataire va pouvoir faire, que le propriétaire va vouloir faire. Quand il y aura une petite dégradation, il va être un petit peu plus tatillon. Alors qu'un locataire qui a déjà payé ces choses-là, il sera peut-être un petit peu plus mûr, on va dire, au niveau de sa réflexion et au niveau de sa gestion au quotidien. Et peut-être qu'on on gagne aussi cette tranquillité-là par le fait de passer avec une agence. Je pense qu'un locataire prendra moins le risque de ne pas payer ses loyers, en tout cas avec une agence, qu'avec un propriétaire, parce qu'il sait qu'avec une agence, ben, nous, on va pas le lâcher, on va le relancer, on va faire des mises en demeure. Et on a aussi une assurance qui sera derrière nous pour récupérer ses loyers. Parce que le locataire, il le sait dès le départ, même lui, quand il postule pour un logement, il sait qu'il y a une garantie Je que préviens le toujours. propriétaire a Ouais. souscrit une garantie. Ok. Exactement, comme ça ils sont au courant et je pense qu'ils prennent quand même moins le risque Ils savent qu'il y a un de... suivi C'est juridique dissuasif. derrière. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Et il n'y Ouais. a pas le propriétaire qui va se dire, bon, c'est trop compliqué de faire des démarches, donc je laisse tomber, et puis bah tant pis, je vais Yes, avoir. couler, Là, par contre, on sait qu'il y c'est aura ça. quelqu'un qui sera sur ses Ouais. ils ne côtes. se font pas. Il y a un cadre un peu plus Non, juridique qui est en voilà. place, en fait, On a tout des simplement. huissiers, on a des juristes derrière nous, Mm. donc je pense qu'il va pas s'amuser à ne pas payer ses loyers par plaisir. En tout cas, s'ils arrêtent de payer leur loyer, c'est qu'il y a une vraie raison généralement, quoi. Et c'est aussi déductible des impôts parce qu'il y a quand même beaucoup de Au réel. propriétaires voilà, qui oscillent en société ou autre, mais en tout cas c'est déductible, donc c'est une charge, donc voilà, c'est On s'y pas, retrouve. on s'y retrouve et puis voilà. C'est sûr que il y a beaucoup de gens aussi, et même nous les premiers, enfin moi je sais que je peux être un peu comme ça, à se dire je peux le faire moi-même, Mm. je peux le faire moi-même, je vais le faire moi-même, je vais gagner 40 euros sur cet appartement. Mais au final, un professionnel s'en occupera mieux, ou au moins aussi bien en tout cas, plus vite, ça nous libère du temps. Et je pense qu'il y a un vrai plus à passer par une agence qui gère son bien, franchement. J'ai une question aussi peut-être par rapport au profil de tes propriétaires. Max disait que Belfort au sens large, et quoi, on va dire, le Nord-Franche-Comté était attractif, on en a parlé dans la précédente émission, etc. Est-ce que tu as beaucoup de propriétaires bailleurs qui ne sont pas de la région, ou est-ce que tu sais à la louche, à relever comme ça à peu près quelle proportion tu peux avoir de clients qui ne sont pas du tout dans la région et que tu échanges principalement par téléphone avec eux? Je pense qu'on on a entre 10 et 20% de propriétaires bailleurs qui ne sont pas dans la région. Ouais. Ah, donc C'est ça déjà a pas mal. son importance. C'est quand même pas mal. Là, encore hier, j'ai eu un appel de quelqu'un qui habitait à Paris, donc qui a acheté un immeuble sur Belfort.
forcément, c'est un petit peu moins cher que sur Ah oui. Paris. Donc, On en voit aussi, nous, des investisseurs, hein, c'est vrai, qui nous contactent et parce que c'est plus attractif sur le secteur de Belfort, tout simplement. c'est ça. Petite question là, pour les investisseurs justement qui décident de se lancer un petit peu dans le métier, pardon, dans l'investissement globalement. Quels conseils on pourrait leur donner en termes d'acquisition et par la suite de gestion? Quel est le regard des locataires? Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les locataires? Je sais pas, c'est d'avoir une belle salle de bain, c'est d'avoir une belle cuisine, c'est d'avoir une place de parking. Dans la démarche d'un achat pour de l'investissement et derrière, pour passer le relais à Amandine, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir bien investir aujourd'hui dans notre secteur, puisqu'on est spécialiste de notre secteur? Je vous écoute. On va commencer par l'achat, parce que ça commence par l'achat, et puis ensuite Amandine nous dira ce qu'il faut faire. Je pense que c'est d'être bien conseillé déjà par son agent immobilier. Ouais. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on peut faire, c'est que quand on a un profil qui vient en disant je suis investisseur, je veux acheter un logement ou peut-être directement un petit immeuble de 3-4 lots, voire plus, on a ces critères. On peut facilement aussi, quand on a un bien qui peut correspondre, mettre en lien rapidement avec Amandine en disant voilà, on va louer dans les appartements, avec les frais ça fait ça, calculer déjà une rentabilité. Au niveau des diagnostics, on sait qu'on est déjà tranquille jusqu'en 2034, ou s'il y a des travaux à faire, on peut y accompagner sur des devis. Nous, on peut faire un accompagnement global. Donc ça, c'est les conseils que je peux donner. Et moi, après aux investisseurs, le conseil numéro 1, c'est de se lancer. C'est des fois, alors il faut avoir une réflexion et pas se jeter sur le premier bien, mais j'ai envie de dire, des fois, si on met 5 ans à trouver son premier bien, même si on a fait des petites erreurs au départ, on en fait tous, hein. Même si celui qui a acheté 10 immeubles, eh ben en 5 ans, si on avait acheté le premier immeuble, on l'aurait déjà remboursé pendant 5 ans et on aurait gagné 5 ans. Donc je pense qu'aussi au bout d'un moment, il faut se lancer. Je vais compléter aussi ce que tu as dit, parce que tu as dit qu'il y a un accompagnement qui est global, on va conseiller, on va pouvoir l'aider à le trouver, et puis après faire un petit peu la passe décisive à Amandine. Et on a aussi le service conciergerie, on avait reçu Tom au dernier épisode, sur la dernière émission, et on peut aussi proposer les deux, c'est-à-dire que selon le profil de l'investisseur qu'on va avoir, voilà, on vous fait un diagnostic financier, vous pourriez toucher tant en location classique, tant en courte durée, et donc on a vraiment un service qui est global et qui peut convenir à vraiment tout type d'investisseurs, selon ce qu'on peut rechercher, etc. Tout le monde ne recherche pas la même chose. Moi, la première chose, personnellement, ça va être ce que je fais d'ailleurs pour tous les clients, vendeurs, hackers, c'est déjà définir leur projet. Voilà, l'investisseur, quand il vient, j'ai besoin de savoir quel est son projet. Est-ce que son projet, c'est d'acheter, ce qu'on disait, des appartements en EFG, faire des travaux et louer derrière? Est-ce que ça va être l'investisseur qui veut absolument une renta de 10% et qui s'en fiche du bien qu'il achète, entre guillemets, peu importe le secteur? Ou est-ce que ça va être l'investisseur qui va vouloir quelque chose d'un peu plus sécure, peut-être avec moins de rentabilité, mais dans le temps bien plus intéressant, et plutôt que de placer son argent à la banque, il va le placer sur un appartement et il va pas avoir la renta de 10% comme certains profils d'investisseurs, mais il aura quelque chose de très sécure et de très intéressant. Voilà, première chose, ça va être définir le projet. Et après, je peux donner les conseils par la suite. Ok. Tu as raison, Maxime. Au final, l'investissement immobilier, c'est un petit peu comme les placements que peuvent nous proposer des conseillers financiers. Plus on prend de risques, alors on peut aller chercher des rentas au-dessus de 10%, C'est ça. mais on prend du risque sur le logement. Peut-être Exactement. beaucoup de vacances locatives, un secteur ou un quartier pas très bien coté. Par contre, on peut se placer des fois à 5-6%, mais avoir un super placement où le bien il va prendre de la valeur et puis on Exactement. sait qu'on a un beau bien, une copro qui est top. C'est tout dépend aussi du profil du client. Vraiment, je te rejoins là-dessus. On a aussi beaucoup de clients, je trouve que c'est un investissement à long terme, c'est plus pour léguer, on va dire, à la descendance derrière. C'est Aussi, des beaucoup, personnes ouais. qui vont avoir peut-être 40, 50 ans, qui veulent acheter la rentabilité, entre guillemets, tant que ça plus ou moins s'autofinance, ça leur va très bien. Et puis derrière, c'est vraiment d'avoir quelque chose, ils ne vont pas être embêtés et que derrière, ils pourront dire, ben voilà, j'ai 2 enfants, mais l'objectif, c'est d'avoir 2 appartements, C'est comme ça, sur du chacun. patrimoine. Exactement. Et là, la rentabilité, c'est presque une question qui n'intervient jamais. Donc, C'est ça. ça dépend vraiment du profil. Je sais que ce sera plus intéressant que si je le place à la banque, et du C'est coup, ça. je sais qu'il y aura quelque chose pour les enfants plus tard, et c'est là aussi où est le point positif. Oui, il y en a qui font de l'investissement de maison.
Oui. Ils achètent Oui, des ça, petits c'est- J'en ai eu, j'ai eu des clients qui ont acheté des maisons pour Et mettre en location. patrimoine. Bah, C'est aussi en termes de en vacances, plus. en termes de vacances locatives, tu sais que en général une maison, on va pas se mentir, tu as un moins bon rapport locatif, mais par contre en termes de vacances locatives, tu mets une annonce. Je pense que et le puis, calcul se est retrouve pas si tout bête et Oui, bah oui, franchement, bien il y en a, sûr. je pense qu'ils font des belles opérations Et c'est comme souvent ça. des Ouais. gens qui restent plus longtemps, je pense, dans les maisons parce que c'est rare à Généralement. trouver et on n'a pas le locataire qui va rester 1, 2 ans. Je pense. Alors, il y a des contre-exemples bien évidemment, mais c'est plus des gens qui vont rester peut-être 5, 6, des fois 10 ans. Jamais de charge de copro. Il n'y a pas Jamais chargé de- copro. Tout est c'est ça, individualisé. ouais. Ouais, ouais. Il y a Acheter des des gros maisons, les avantages. investisseurs. Nouvelle consigne Donc 2026. la consigne, c'est conseil, ouais, c'est c'est ça. l'achat des maisons. On vous présentera tous les biens qu'on a en vente, toutes les maisons et maintenant voilà, on bascule. Par rapport à ces points-là, du coup, pour basculer sur Amandine, les bonnes pratiques, les bons conseils à partir du moment où l'investissement est fait, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les locataires Les pour qu'on maisons. puisse louer facilement? Les maisons, Les apparemment. On y est. Les maisons, apparemment, mais en règle générale, qu'est-ce qui va attirer l'œil des locataires? On va commencer par l'annonce. L'annonce, bien Euh, sûr. Il faut pas forcément du moderne, il faut que les biens soient en bon état, qu'ils soient propres en fait. Ça c'est très très important déjà lors des visites. Ouais. Ensuite, sur Belfort, on loue aussi bien des studios ou des maisons. En fait, on a un peu tout type de population. Euh, ce qui intéresse aussi le plus souvent, c'est les prestations à côté, c'est les terrasses, balcons, places de parking, garage. Un appartement T2 simple sans prestation va se louer quand même beaucoup moins rapidement qu'un logement avec terrasse. J'ai l'impression aussi le fait de pouvoir mettre une cuisine équipée, ce genre de choses. Cuisine Des équipée, fois, il y a des personnes qui nous disent bah là, je souhaite vendre mon appart parce que ça fait 1 an et demi que j'ai pas de locataire, mais on va faire l'estimation et puis on voit, c'est encore la kitchenette avec juste l'évier en bac inox, etc. Il y a deux pauvres meubles. Forcément, maintenant, un locataire sur Belfort, il y a quand même de l'offre. Donc, Oui. si on répond pas un minimum aux attentes d'un locataire, qu'on n'a pas la petite cuisine équipée qui va bien, le petit coin salle de bain où on se sent bien, bah forcément, c'est compliqué à compléter. C'est En tout ça. cas, c'est ma vision que Ouais. j'ai. les des locataires transactions. sont exigeants. ils sont très très exigeants. Ouais, ouais, ouais. Et pour revenir à la cuisine équipée, maintenant, tous mes biens sont avec cuisine La équipée. vaisselle, etc., ce genre de choses. Peut-être pas jusqu'au lave-vaisselle quand Ouais. même. D'accord. On peut encore faire la vaisselle C'est soi-même. un luxe le lave-vaisselle. J'ai peur, j'en ai arrêté l'immobilier. Non, mais c'est vrai que la petite kitchenette, ça c'est plus possible pour la location. Les locataires, quand ils quittent un logement, en fait, ils partent pas avec le frigo ni le four, donc ils se voient pas en racheter un pour leur futur logement, en fait. Donc une cuisine équipée, c'est Cuisine pas un équipée. appartement ou un logement meublé. On est d'accord. Ah non, c'est Un logement même dans un logement vide, il faut Donc, quand même la une cuisine belle équipée. cuisine équipée. Alors peut-être pas le frigo, Mm. mais au moins four, plaque et autres. Et puis pour le coup, on va pas se mentir, mais maintenant il y a quand même pas mal de magasins à grande surface où on peut avoir un rapport qualité-prix qui est plutôt intéressant. Donc des fois, Oui. investir peut-être un billet de 1000, 2000, 3000 euros selon la taille de la cuisine, ça peut être un investissement qui est intéressant et ça nous permet d'éviter cette vacance locative. Oui. Et les 2-3 000 euros qu'on a investis là-dedans, ils sont, je pense, très vite rentabilisés malgré tout. Des fois, ça peut être bête, mais si on n'a pas la cuisine équipée, on va pas pouvoir louer. Et je sais que certains propriétaires achètent de l'occasion, mais au moins Ouais. on a l'électroménager qui est là, quoi. Et au niveau parce que là on parle de cuisine équipée, mais est-ce que ça se loue mieux quand c'est meublé ou quand c'est vide hors cuisine équipée, bien entendu, avoir le clic-clac, le lit, l'armoire? Est-ce que c'est des Tout choses dépend intéressantes? des biens. En fait, la location meublée, moi, je la conseille plus pour les studios, voire T2. Petite surface. Les Petite étudiants, surface, les étudiants, les personnes seules qui ne veulent pas rester longtemps. Mais les T2 voire T3, c'est quand même beaucoup plus compliqué à trouver quand c'est de la location meublée. On va plus toucher des couples avec enfants, donc c'est des gens qui ont généralement déjà leurs meubles. c'est déjà là. On a déjà eu le cas de biens qui étaient loués meublés. Des gens nous appellent suite à avoir vu l'annonce et finalement ils veulent pas visiter parce que c'est déjà meublé. Donc des fois ça peut être un frein. Moi je conseille toujours pour faire la location de studio voire T2 maximum En meublé. en meublé. Ouais, Ok. Dès qu'on agrandit un peu la surface, on reste sur du nu. on reste sur du nu. Ouais. Ok. Ça Ouais, marche les gens bien. ont trop souvent des meubles et en fait, si tu loues un appartement meublé, enfin, qu'est-ce que tu fais de tes meubles derrière? Donc, C'est et puis ça. c'est presque, Sans pas j'allais chez dire soi. pas personnel, ouais, c'est Ouais. presque impersonnel en fait. T'as l'impression que tu loues, mais en fait, t'es pas chez toi, quoi. T'es vraiment Ça chez, fait un chez le peu comme propriétaire, de quoi. l'Airbnb Mm. au final. Hôtel, Ouais. location. Ouais. Tu dois avoir des fois l'opposition où certains propriétaires, pour des raisons fiscales, se disent je veux faire du meublé. Oui.
donc je mets une annonce en meublé, mais toi, le conseil, ce serait de la louer nue. Je pense à des maisons, on a déjà eu des exemples où des gens veulent louer en meublé, mais en fait, les locataires, ben, ils voudront mettre leurs meubles. Donc là, faut peut-être, tu as un rôle peut-être aussi à leur dire, ben, on aura plus de mal à trouver. C'est ça. Bah, je leur dis toujours. Après, Ouais. bon, s'ils veulent continuer à faire de la location meublée, moi je les suis. On trouvera toujours un locataire en fait, hein. Ça sera quand même un petit peu plus long, effectivement. Il y a des raisons de fiscalité, mais aussi des raisons que les propriétaires veulent laisser leurs meubles. En fait, bah, ils déménagent chez leur conjointe, par exemple. Sa conjointe a déjà des meubles, donc ça les arrange Ça de serait les pratique. laisser là. Des fois, c'est plus pratique quand même. Ouais. Pas envie de débarrasser, pas envie de s'occuper des bras. C'est ça, oui. Très bien. Vous avez d'autres questions sur la location? Moi, j'avais encore une Je question. me doutais. Il y avait encore des questions. Non, mais quels freins peuvent avoir des fois les propriétaires à passer par une agence? Ils font quand même la démarche d'appeler, Mhm. mais est-ce que ça va être... Alors, on a parlé des frais, mais est-ce que tu peux avoir des raisons en disant, ben moi, j'ai une bonne relation avec mes locataires, ou les travaux, je veux que ça soit moi qui gère? Enfin, comment tu t'articules tout ça avec les propriétaires? Est-ce que ça peut être un peu un service sur mesure? Oui, on peut faire totalement sur mesure, hein. On a effectivement des propriétaires qui sont bricoleurs, qui veulent continuer à avoir un œil sur leurs biens, donc ce que je comprends totalement. Dès qu'on va avoir une petite bricole à faire dans le bien, moi je l'appelle directement et puis il ira faire lui-même les travaux. Et c'est même mieux financièrement pour lui, parce qu'on n'aura pas à payer un artisan pour faire ce qu'il pouvait faire lui-même. Donc on est Et modulable. On peut jongler oui. encore avec les propriétaires et avoir cet aspect un petit peu C'est à la joué sur. carte, hein. De toute façon, Ouais. moi je fais en fonction des profils de chacun. Il y en a qui veulent continuer aussi à avoir un lien avec leurs locataires parce qu'ils s'entendaient bien avec eux, mais ils ont peut-être un petit peu moins de temps aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est un petit peu à la carte en fonction des envies de chacun, quoi. Et puis si je dis pas de bêtises, même, admettons qu'un propriétaire ne veut pas faire lui-même les travaux, mais par exemple, il y a un artisan de confiance avec qui il a l'habitude. Toi, tu privilégies aussi l'artisan avec lequel il travaille. Par exemple, c'est le chauffagiste, ça fait 20 ans qu'il s'occupe de la chaudière. Bien sûr. S'il y a un problème avec la chaudière, tu n'as pas ton chauffagiste attitré, tu fais intervenir celui qui a l'habitude d'intervenir. C'est si ça, dis pas je de vois bêtises. toujours avec le propriétaire, donc au moment de signer le mandat de gestion, si lui il a l'habitude de travailler S'il avec connaît certains quelqu'un. artisans, et puis bien sûr je recontacterai toujours ces artisans en priorité, comme ça lui il est sûr que le travail est bien fait et puis il est rassuré. Très bien. Et pour terminer ce petit focus, comment on fait pour rencontrer Amandine? C'est simple, vous pouvez venir à l'agence, je suis joignable aussi par téléphone. Vous pouvez me rencontrer aussi par le biais de tous mes collègues de la transaction. Très bien. Bah, merci pour ce petit focus, c'était bien, ça nous a permis d'éclaircir un petit peu certains points. Même nous qui sommes dedans, bah, ça permet de On discuter un découvre petit peu. Amandine. Ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai, enfin, j'ai trouvé ça Intéressant. intéressant de pouvoir en discuter. On passe au prochain thème, et pour ça, je vais avoir besoin de l'intervention de notre spécialiste. Faites entrer Maxime pour le thème des réseaux sociaux et l'immobilier. C'est un thème qui est assez vaste, c'est un thème qui est plutôt nouveau pour certains. Nous, ça fait un moment qu'on est dedans. Mais comment tu as vécu l'évolution peut-être des réseaux sociaux depuis les années depuis ton démarrage et comment tu les utilises au quotidien et dis-nous un petit peu comment tu entrevois les réseaux sociaux aujourd'hui en lien avec l'immobilier. Alors, ben, pour moi, de mon point de vue, forcément, les réseaux sociaux, j'allais dire, c'est presque indispensable. En tout cas, moi, j'ai pris cette direction-là personnellement. Et après, par contre, il faut quand même, je trouve, faire attention. Les réseaux sociaux, oui, il faut que ça serve à quelque chose. Bien évidemment, ça peut servir à vendre. C'est pas non plus que ça, mais je trouve que moi, je suis plutôt personnellement parti pour créer une relation de confiance avec ben, les gens qui me suivent sur les réseaux, les gens qui voient mes vidéos, et à leur montrer de la façon dont je travaille, mais plutôt très honnêtement, pas survendre des choses ou voilà, j'essaye de donner aussi quelques conseils. En fait, je suis parti sur plusieurs, on va dire sur plusieurs thèmes.
je vais avoir un thème où je donne toujours quelques conseils. Oui, t'as pas mal de rubriques Ouais, voilà, en que fait, tu mets. c'est ça. Je suis parti sur plusieurs rubriques. Donc, ben, déjà, forcément, première chose, ça reste quand même les biens à vendre. Nous, ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité. C'est aussi ce qu'on promet à nos clients vendeurs. C'est-à-dire que sur un rendu d'estimation, je leur montre aussi ce que je fais sur les réseaux sociaux, si ça leur plaît, et on part sur cette direction-là. Donc, la première chose, c'est quand même les biens à vendre. Ensuite, les biens vendus. Et ensuite, il y a plein de petites rubriques qui se mettent en place où je vais donner quelques conseils en immobilier sur les réseaux sociaux. C'est quoi le dernier conseil que tu as pu donner là, sur les réseaux sociaux Le dernier conseil que j'ai donné, c'est que tout ne se négocie pas dans l'immobilier. Voilà, on est parti sur une période où les clients pensent que tout se négocie. Et en fait, j'essaye de montrer que tout se négocie pas, surtout si on part au bon prix dès le départ. Voilà. Donc, c'était vraiment pour faire la transition entre le prix de départ d'un bien en vente par rapport à l'estimation et bien évidemment que si on part au bon prix, on va avoir beaucoup moins de négociations que si on part beaucoup trop cher. Et les personnes qui te suivent, ton audience, ils te posent pas mal de questions là-dessus. Il y a Ouais, des j'ai sujets qui arrivent de questions récurrentes. Alors, j'ai toujours pas mal de questions. Ce que je fais aussi, moi, quand je fais un post, c'est que je repartage toujours en story avec un sondage. Donc, ça permet quand même de créer un échange avec les personnes qui me suivent. J'espère que tout le monde vote au sondage de Maxime. En tout cas, Max, tu peux Il y a remarquer pas que je mal suis de assez personnes assidu, qui moi, votent. de mon côté. De temps en temps, j'ai envie d'être un peu taquin et de mettre une mauvaise réponse, mais j'évite quand même de pas fausser tes statistiques. Mais Tu peux, après, on en débat et puis J'ai ça toujours surtout ça la- peut emmener quelque chose aussi. et j'ai toujours la crainte quand je commente que des fois, c'est soit des commentaires qui sont en public et puis des fois. Ça, Ça, c'est parce que tu maîtrises pas les réseaux sociaux. Voilà. C'est un problème de. Tu pourras me donner des cours, Maxime. Voilà, je te donnerai Des des cours du conseils, soir. au moins des conseils. Tu pourras faire une rubrique. Bon, apparemment, Dylan est un peu en retard sur les réseaux Oui. sociaux, donc on va Qu'est-ce qu'un pouvoir réseau faire des. Qu'est-ce que t'as dit Qu'est-ce qu'un réseau social sur Facebook? À titre perso, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça. Le fait de, avant, à une période, c'est vrai que les réseaux sociaux, on racontait beaucoup sa vie. J'ai l'impression que c'est en train de changer. Les gens se protègent de plus en plus par rapport à ça. Il y a eu, les années 2009-2010, l'arrivée de Facebook où si on mangeait dans tel, on prenait tout et n'importe quoi en photo, la moindre facette de sa vie. J'ai l'impression que les gens se protègent de plus en plus et surtout les jeunes générations par rapport à ça. Par contre, au niveau commercial, les réseaux sociaux, c'est très costaud sur nos vies à chacun, je pense. Qu'on ait 2 ans et demi ou 97 ans, j'ai l'impression que l'IA, c'est un peu dans le cœur des discussions et tout le monde est un petit peu impacté par ça. Alors, le but, c'était de parler des réseaux sociaux, mais forcément, ça a un lien. Ça découle. Dylan? Les réseaux, l'IA, comme tu l'as dit, c'est vraiment un sujet qui revient sans cesse. On était allé au Rent les trois au mois de novembre dernier, justement, où C'est quoi le Rent? le Rent, c'est un salon d'immobilier, un congrès qui parle vraiment, où il y a pas mal d'intervenants, il y a des exposants qui viennent, et il y a pas mal de startups qui viennent exposer, et puis en lien avec l'immobilier forcément, mais beaucoup d'utilisation de l'IA. C'était vraiment le mot dans chaque conférence qu'on allait voir, c'était le mot qui revenait. Pour moi, l'IA, il faut s'en servir et on le dit au quotidien dans l'agence. Voilà, vous savez notre vision là-dessus. Mais par contre, il faut quand même faire attention. J'ai plein d'exemples d'agences qui l'utilisent, mais à tort et à travers, pas forcément à bon escient. Et moi, j'en peux plus de voir ces photos qui sont sans cesse retouchées par l'IA. Donc encore améliorer la luminosité, ce genre de choses. Forcément, il faut améliorer les photos. Ça, je suis totalement pour. Mais par contre, des fois, quand on s'attend à visiter un palace et puis quand on arrive sur place, il y a tout à rafraîchir. Alors normalement, il y a des agences qui jouent le jeu et c'est marqué cette photo n'est pas contractuelle ou mais c'est pas forcément mis en évidence. Et moi, je sais que là, actuellement, je suis dans un projet de recherche de maison. Et quand je suis très frustré. J'ai des biens à te proposer, Dylan. J'ai des biens à te proposer. Ça, c'est un bon ajoutement. On va beaucoup parler prochainement. Tu vas me donner des Ouais, cours du définir. soir et puis Exactement. de recherche. Mais je me sens frustré quand je clique, je vois la première photo. Forcément, on va pas se mentir, sur Le Bon Coin, c'est Je suis la d'accord. première photo qui nous donne envie. Je clique pour voir ça. Je clique sur la flèche de droite et puis je vois finalement le avant-après. Je suis déçu parce que forcément, j'ai l'impression d'avoir été flouté et qu'on m'a menti un petit peu sur la marchandise. Mais si on utilise ça, c'est qu'il y a un public quand même. Non? Certainement. On sait pas. Je pense. Mais en tout cas, Je pense qu'il y a un public. Est-ce qu'il y a des gens, vous pensez, ou dans votre entourage, qui sont plutôt friands de voir ça pour pouvoir se projeter, pour pouvoir... Moi, pas tellement. Peut-être pas en première photo, comme disait Dylan.
Parce que je pense qu'après, on est déçu. Mm. Autant mettre une photo réaliste pour la première photo et après montrer ce que ça pourrait donner après travaux. Mais là, t'es déçu dès que tu ouvres l'annonce, quoi. Je pense que c'est pas forcément une demande de ceux qui regardent les annonces, mais c'est plus imposé par ceux qui les créent. Et je suis pas sûr que les clients soient demandeurs de voir des biens touchés à l'IA. Mais vu que beaucoup de monde veut suivre la tendance de mettre de l'IA partout et derrière tout, il y en a qui prennent la vague, il faut la prendre, mais il y en a qui la prennent peut-être un peu trop fort, la vague. un Je peu sais ça. de quoi tu parles. Et oui, par exemple, là où ça peut être utilisé à bon escient, c'est par exemple quand il y a un cadre, la photo de nos petits-enfants qui sont sur le mur, on n'a pas forcément fait attention. Là, on sait qu'avec ChatGPT, on peut le gommer et puis ça va pas forcément se voir. Là, je trouve que c'est vraiment opportun de pouvoir l'utiliser. Mais comme tu l'as dit, Julien, il y en a qui l'utilisent peut-être un peu trop. Et puis C'est de ça que tu parles? quand on a un lion qui apparaît dans la douche, je trouve que c'est peut-être un peine too much, quoi. Un tigre, ouais, j'ai vu passer. Alors, je peux vraiment pas dire qui c'est. J'aimerais bien retrouver des fois. En fait, moi, j'ai presque envie de les voir, celle-là d'annonce. Mais un lion dans la douche. Là, vous Vous l'avez vu, celle-là? Ouais. Bah, là, je pense que Non, j'ai pas vu, moi. les personnes qui nous regardent là, qui nous écoutent, vous avez l'impression qu'on part dans un délire. Un lion dans la douche? On vous promet qu'on a vu ça des professionnels de l'immobilier. Alors ça reste c'est minoritaire, hein, tout le monde n'utilise pas l'IA comme ça, mais vous défilez sur les photos et on voit un tigre ou un lion dans une douche et des choses, mais totalement. Je vois pas la plus-value que ça peut avoir en fait de mettre ça dans l'immobilier. Donc ça, c'est un peu frustrant quand même de voir ce qui peut être fait. Bah, surtout en tant que professionnel pour le coup. Mais bon, après, le but, c'est pas de tirer sur Non, cette c'était une petite aparté. personne, mais ça nous a surpris. Oui. En tout cas, et j'essaye de me mettre à la place du propriétaire qui donne son bien à la vente et qui d'un seul coup se rend compte qu'il y a un lion dans sa salle de bain. Il a dû prendre peur. Il allait vérifier. Je me demande la réaction, je me demande la réaction que le client peut avoir. Mais c'est vrai que il y a une utilisation qui est pas bien maîtrisée en fait. C'est seulement ce que... Mais vous êtes en Je train pense de que c'est ça. me dire que nous, Loup Blanc, on a décidé de pas prendre ce virage-là. Dans ce qu'on utilise quand même. Moi, je regarde le développement de l'agence, ça fait 3 ans qu'on est ouvert. Quand on regarde un petit peu ce qu'on projetait de faire, on avait envie de beaucoup faire de numérisation 3D, etc. Et au final, on s'est rendu compte qu'au niveau concret, au niveau terrain, c'est pas forcément la demande des clients et on a un petit peu rétro-pédalé là-dessus. Je sais pas, Max, toi, tu voulais intervenir aussi? Moi, sur les réseaux sociaux, je fais pas du tout d'IA. Bon, déjà, moi, personnellement, même si ça se voit pas, je suis né dans les années 80, donc je suis pas, non, mais plus sérieusement, je suis pas, c'est pas la direction que moi je prends personnellement. Et sur les réseaux, j'essaye de créer une relation de confiance et de transparence avec les clients. Et du coup, pour moi, l'IA, c'est tout le contraire. Et ouais, c'est pas quelque chose qui me plaît, honnêtement. Je pense qu'une promotion, il faut qu'elle soit juste, équilibrée. Il faut prendre le bon angle, il faut attirer l'œil, il faut que le client acquéreur qui est en pleine recherche se dise ce bien-là peut me plaire, mais il faut pas lui mentir. C'est ça. Il faut pas lui mentir parce que sinon ça crée la déception. Enfin, Exactement. Julien, je sais pas ce que tu en penses. Complètement d'accord avec ça. Il faut être le plus honnête possible et puis c'est une perte de temps sinon derrière. Donc, je te rejoins. Et pourquoi aujourd'hui un client vendeur qui a un projet de vente doit contacter l'agence Loup Blanc et qui plus est Maxime Coriani? Pourquoi tu as un avantage, vu que tu utilises bien les réseaux sociaux, pourquoi tu as un avantage sur d'autres agences, sur les particuliers directement? Quelle est ta plus-value grâce à ça? Qu'est-ce que tu apportes en plus? Alors, par rapport aux réseaux sociaux, en fait, déjà, les réseaux sociaux, ça me permet d'avoir, j'ai envie de dire, presque un second portefeuille client. On a tous un portefeuille client à l'agence par rapport aux acquéreurs qu'on a, qui sont en recherche. Et moi, sur les réseaux sociaux, j'ai presque un deuxième portefeuille client. En fait, c'est d'autres personnes que les clients lambda que je peux rencontrer à l'agence. Et moi, c'est très souvent que sur des biens à vendre, on me demande le prix, est-ce qu'on peut le visiter, on me demande des informations sur le bien. Et j'ai énormément de personnes sur mes réseaux qui sont en recherche. Voilà. Et tout profil. Donc l'idée, aujourd'hui, il faut s'abonner au réseau de Maxime. Il faut s'abonner au réseau de Maxime, mais ça c'est sûr, oui. De Loup Blanc aussi. Voilà. Maxime Corniani, Loup Blanc Immobilier, aide Loup Blanc Immobilier. Et moi aussi. Il y a d'autres... Chacun donne son n'oublie Instagram. C'est vraiment en promotion. Amandine, On vous nous, le est-ce mettra qu'on en peut te suivre? description. On va les mettre en description.
Un petit mot pour terminer un petit peu là-dessus, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Est-ce qu'il y a des axes qui sont vraiment sur lesquels s'orienter avant de terminer cette émission? Maxime, référent réseaux sociaux. Non, Je sais qu'il mais, a toujours quelque non, chose à dire. encore une fois, sur les réseaux sociaux, je vais un peu me répéter, mais moi, c'est vrai que j'ai vraiment mis en avant la transparence et surtout éviter un peu j'ai envie de dire parce que la vitrine du métier de l'immobilier où tout est beau, tout est rose, etc. Je pense que les gens, ils voient pas assez, et ça, c'est peut-être aussi cet axe que je vais prendre prochainement. Quelquefois, ben, les difficultés qu'on peut avoir sur certains dossiers, la pression qu'on peut avoir aussi dans le métier. Enfin, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent rentrer en compte et je pense que c'est assez important d'informer les gens un petit peu là-dessus aussi. Est-ce qu'on doit être, tu réponds un peu à la question, mais est-ce qu'on doit être lisse sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'on peut vraiment s'exprimer pleinement quand on est agent immobilier? Moi, je pense qu'on peut s'exprimer pleinement. Tout reste anonyme, donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de nom ou ce genre de choses qui sortent sur certains dossiers. Mais j'ai essayé là déjà de m'axer un peu plus aussi sur le juridique. Je pense que c'est important, notamment sur mes petites rubriques. Voilà, informer les gens un peu sur le juridique. Mais je pense il faut aussi dire aux gens ben, que quelquefois sur quelques dossiers, on a des difficultés. Bien sûr qu'on arrive à gérer, mais c'est des choses qui rentrent en compte aussi. Et est-ce qu'on peut être drôle sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, nous, avec les réseaux sociaux de Loup Blanc, est-ce qu'on peut prendre un peu le virage de l'humour? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait effrayer notre clientèle? De se dire, ah, bah, ils sont drôles, mais ils sont pas pros. Parce que, bah, je le sais, hein, chacun de vous, vous êtes tous très drôles. Peut-être que vous le montrez pas. Voilà, c'est forcément, là, on a une image à tenir. Mais est-ce que prendre ce virage un peu des fois de l'humour sur certains cas, c'est quelque chose qui vous fait peur, vous? Alors moi non, puisque j'ai quelques réels qui sont plutôt humoristiques. Voilà, donc après on prévient bien les gens que c'est de l'humour, etc. On le met en avant, mais moi je pense que il faut toujours pouvoir rire et c'est important. Voilà. C'est le mot de la fin? Ça peut. Voilà. Eh ben, c'est important. C'est important, De comme a dit rire. Maxime, c'est important de rire. Bah, écoutez, merci à tous. Merci Amandine Merci à d'avoir toi. participé. C'était vraiment top. Merci Maxime Merci Stéphane. d'avoir été cette fois-ci notre invité. Eh ben, avec grand plaisir. Et on a hâte de te retrouver demain au travail. Eh ben, ce sera avec plaisir aussi. J'aime aller au travail. Voilà. Dylan et Julien, merci encore Merci à toi. à vous. Et encore merci à Julien, Merci à Julien notre ingé son ce soir, qui participera Merci, aussi Julien. aux prochains épisodes. Merci à toi et merci à vous, chers auditeurs, Julien. chers auditeurs, chers clients. Encore une belle année à tous et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. À Merci, bientôt. à À bientôt. bientôt. À bientôt.